comment dire, vous allez comprendre quand vous allez voir notre présentation, beaucoup de ce que nous allons vous dire a été dit ici, mais c'est peut-être pas dans cet ordre-là qu'on peut être présenté. Et donc, nous sommes vraiment très fiers d'avoir tenté de porter cette bonne parole, et que cette bonne parole puisse être reprise par de la jeunesse, avec un punch pas possible. Et donc, voilà, je pense que c'est important. Et voilà, alors on va vous présenter un petit peu cet aspect-là, et d'autres aspects peut-être un peu moins connus, mais je crois qu'il y a un point très important qui a été dit à la fin, c'est que quand on veut préserver la nature, eh bien, en fait, on préserve l'habitat, on a parlé beaucoup d'habitat, l'habitat de l'homme. Et ça, c'est ça le plus important. L'homme, il n'est pas né dans une boîte, l'espèce humaine n'est pas né dans une boîte en béton où il n'y avait rien d'autre que des moustiques, et le corps anti-moustiques, non, il est apparu dans un monde vivant, avec des espèces animales proches, etc. Et donc, quand on protège la nature, et notamment la faune, eh bien, on protège ce qui fait ce qui est tout autour de l'homme. Alors, tout n'a pas toujours été rose, mais tout n'est pas noir non plus actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va appeler le laitiage, c'est-à-dire le point le plus bas en ce qui concerne l'état de la faune sauvage, il est derrière nous. C'est au milieu du 19e siècle pour les végétaux, pour la forêt notamment, qu'en France on était dans la pire situation, puisqu'on est passé à la sortie de la dernière glaciation, enfin après la dernière glaciation, on avait 80% de l'Europe et la France fait partie qui était couvert de forêt. Et au milieu du 19e siècle, il n'y avait plus que 12% de la France qui était encore couvert de surface forestière. Donc on est passé de 80 à 12%. Actuellement, on est à 30%. Donc on est sur une pente qui remonte. Au niveau des animaux, c'est pareil. Il y a eu une phase intense de destruction. Alors, quelques images de chasse à la loutre. Pourquoi est-ce qu'on chassait la loutre? Principalement parce que la loutre est un animal qui a la valeur d'être piscivore, c'est-à-dire qu'il mange des poissons, pas vegan. Et comme nous pêchons, le raisonnement à l'époque il était simple, il était cartésien. On s'est dit, la loutre mange du poisson, si on veut avoir plus de poissons, tuons toutes les loutres et puis on aura plus de poissons. Alors malheureusement, on a tué toutes les loutres ou presque, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas plus de poissons pour autant et qu'en réalité, les choses sont un peu plus complexes. Pareil, avant la loi de 1976, on pouvait tuer tout, absolument tout. Et là, c'est un joli tableau de chasse que tu as rassemblé. Effectivement, rapidement, c'est un témoignage véritable. La photo est prise en 1974. J'ai 20 ans, c'est mon premier appareil photo. Et donc, voilà, vous avez un autour des Palondes, un Faucon-Cressel, un Milan Royal, un autour immature. Et donc, voilà, ça s'était rassemblé, il avait été tiré. Et je me souviens de retours de chasse de chasseurs en Haute-Loire, disant voilà, il y a une buse qui est passée, cet imbécile, il n'a même pas réussi à la tirer. Donc, oui, on tirait tout. Et vous en avez là, c'est une triste preuve. Mais fort heureusement, la suite est plus agréable. Un grand nombre de fleuves et de rivières de France a été rempli d'esturgeons. Et on les a fait quasiment tous disparaître, bien avant la construction des barrages, notamment sur le Rhône. Alors vous avez donc sur la page de droite, ce sont des images qui ont été prises sur la côte atlantique, et sur la page de gauche, alors les photos existent, donc ça veut dire que c'est pas si vieux que ça. C'était des esturgeons qui avaient été pêchés dans la vallée sur le Rhône.
dans le Rhône, tout simplement. Alors, on parle beaucoup du devoir de mémoire, et les tristes événements qu'on vit actuellement en Ukraine nous montrent l'importance de ce devoir de mémoire, mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait un devoir de mémoire écologique aussi. Qui parmi vous se souvient qu'il y a moins d'un siècle, on avait du caviar made in France, et notamment made in Vallée du Rhône? Moi, j'ai découvert ça grâce à ces documents d'archives, je ne savais pas. Alors, tout n'est pas noir quand même, parce que l'esturgeon européen a été sauvé. Il a failli disparaître complètement, il n'y avait pratiquement plus d'individus, il a été sauvé grâce aux Français. Il restait quelques individus dans l'estuaire de la Garonne, et grâce à des braconniers, parfois les choses sont un petit peu ironiques, ce sont des braconniers qui ont permis de retrouver un couple qui a servi de reproducteur, qui a été reproduit en élevage et qui a permis petit à petit de repeupler la Garonne et ses affluents de ce grand poisson l'esturgeon. C'est un programme de reproduction qui fonctionne très bien, et il fonctionne tellement bien qu'on est en train de donner des individus pour repeupler d'autres grands fleuves européens, et notamment il y a un programme qui est en train de se mettre en place sur l'Aisne en Allemagne et sur le Rhin également. Alors bien sûr, ces rivières, j'ai beaucoup travaillé sur les rivières, notamment pour une espèce de moule d'eau douce, la moule perlière. Et c'est vrai que quand on voit tous ces cours d'eau, les transformations étaient très importantes. Voyez-vous, il y a 500 000 km de cours d'eau en France. Sur ces 500 000 km de cours d'eau, il y a environ 100 000 barrages. Sur ces 100 000 barrages, il y a environ 500 barrages qui produisent de l'électricité. Donc voilà, ça vous donne un petit peu de tabou. Et parmi ces barrages importants, vous avez celui-là, on parlait de la vallée du Rhône tout à l'heure, eh bien c'est un barrage sur la vallée du Rhône, comme il y en a 18 entre le lac Léman et la Méditerranée. Donc ça fait quand même... Alors bien entendu, ça produit là c'est l'équivalent de 3 tranches nucléaires, hein, les 18 barrages sur le Rhône. Mais les poissons ont beaucoup de mal à passer cette barrière. Et notamment les poissons migrateurs comme le saumon, l'esturgeon, donc là puisqu'on est sur le Rhône, les aloses, les lamproies marines. Et c'est souvent en amont de ces barrages que se trouvaient les meilleures frélières. Donc comme je disais, en fait le pire est derrière nous. Au niveau de la faune, c'est au début du XXe siècle que la situation a été la plus catastrophique. Et il y a eu à ce moment-là une vraie prise de conscience, notamment parce que certains animaux sauvages avaient complètement disparu à l'état sauvage. Je pense au bison d'Europe, par exemple, qui n'est pas le même que le bison d'Amérique. Et le bison d'Europe, il n'y avait plus un seul individu à l'état sauvage au début du XXe siècle. Ils avaient tous été tués, chassés, jusqu'au dernier. Il restait quelques individus captifs dans des eaux, une douzaine. Grâce à ces 12 individus captifs, on a pu faire de la reproduction donc en élevage artificiel, et lorsque les stocks ont été suffisants, relâcher certains de ces individus. Donc les premiers ont été relâchés en Pologne, dans la forêt de Białowieża, qui est à cheval, c'est un grand massif forestier qui est un des derniers lambeaux de forêt primaire qui existent encore en Europe. Il est à cheval entre la Pologne et la Biélorussie, donc c'est là qu'ont eu lieu les premières réintroductions. Ensuite, il y a eu d'autres programmes qui se sont mis en place, notamment dans les Carpates, en Roumanie, et puis en Allemagne, en Rhénanie-Westphalie, dans une zone où il y a 500 habitants ou 600 habitants km², ce qui montre que la cohabitation entre la grosse bête et l'humain est tout à fait possible. Hein, c'est une question, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, souvent, qui bloque les processus. En France, on a beaucoup moins d'habitants en km² dans certaines régions. On a du bison d'Europe captif en Margeride, une zone où il y a 5 habitants au km², et bien malheureusement, les gens ne sont pas encore prêts psychologiquement à accepter d'enlever les barrières pour les laisser partir dans la nature. On a toutes les conditions en France pour retrouver du bison à l'état sauvage. Il faut maintenant faire la place, non pas dans la nature, parce qu'elle existe, mais dans la tête des gens, c'est-à-dire faire une petite révolution psychologique. Mais ce qui s'est passé dans les autres pays montre que c'est possible potentiellement. Il y a beaucoup d'espèces qui sont revenues aussi depuis la situation catastrophique du début du XXe siècle, grâce à la protection notamment. Voilà.
Donc sur cette image, on a quelques exemples de retours qui se sont faits grâce principalement à nos voisins. Donc le vautour fauve qui a toujours été présent dans les Pyrénées, mais qui est très abondant chez nos voisins espagnols. La Talève sultane, donc tout à fait en bas, qui nous est arrivée également par l'Espagne, du côté de Cadaqués. Le loup, qui lui est arrivé par l'Italie au départ, en passant par les Alpes. Donc il a recolonisé spontanément tous les territoires où il avait été complètement éradiqué. Il n'y a plus d'eau en France pendant à peu près 150 ans. Il a recolonisé les territoires alpins pour commencer, en passant par le Mercantour. Et on a depuis peu quelques loups qui nous arrivent aussi de l'Europe de l'Est, les populations de loups ont été tellement longtemps séparées qu'il y a 3 sous-populations qui sont apparues, 3 sous-espèces plus exactement. Une espèce espagnole qui a des caractéristiques génétiques propres à l'espèce espagnole, une espèce italienne qui a des caractéristiques génétiques un petit peu différentes, c'est pour ça qu'on a fait une sous-espèce plus exactement italienne. Et en Europe de l'Est, la population a été tellement isolée pendant tellement longtemps des autres pays que là aussi il y a eu une évolution génétique qui s'est faite un petit peu différemment, et donc on a une sous-espèce des pays de l'Est. Et donc en analysant l'ADN des différents loups des poils ou des crottes de différents loups qu'on peut repérer actuellement sur le territoire français, on s'est rendu compte qu'il y a aussi quelques loups qui nous reviennent maintenant par le nord-est, par l'est notamment, des pays de l'Est. On a eu également, alors ça c'est pas un retour, c'est une arrivée, c'est une première. Il n'y a pas de traces archéologiques qui montrent que l'animal était déjà présent en France. En 2017, on a eu le chacal doré qui est arrivé, pareil, il est passé par la Suisse et on en a photographié un individu dans les Bauges. Et depuis, on a photographié un autre individu qui est passé dans un passage à faune, pas très loin d'Aix-en-Provence. Donc il est passé sous une autoroute. Grâce à un passage comme ça, et comme il y avait des caméras pièges, on a pu le repérer. C'est un animal extrêmement discret, très opportuniste et qui pourrait avoir toute sa place en France. Le lynx, il y a eu un programme de réintroduction dans les Vosges dans les années 80 qui a échoué totalement à cause du braconnage. Donc cette population qui avait été réintroduite a totalement disparu. Mais depuis 2 ans, nous avons à nouveau quelques lynx dans les Vosges grâce aux lâchers qui ont eu lieu en Allemagne par nos voisins allemands, dans le Palatinat. Et puis on a également une belle population de lynx dans le Jura grâce à nos voisins suisses qui ont réintroduit le lynx dans le Jura suisse. Et comme ces animaux-là ne connaissent pas les frontières et que les écosystèmes sont très similaires de part et d'autre de la frontière, on les retrouve chez nous. Donc par la Suisse, il est passé ensuite dans le massif de la Chartreuse. Et là, pour l'instant, il a un petit peu de mal à aller plus loin parce qu'il a toute ce qu'on appelle la cluse de l'Isère au niveau de Grenoble. C'est une vallée avec beaucoup d'autoroutes très peuplées, etc., qui constitue un vrai obstacle géographique. Donc il y a un plan national d'action pour le lynx qui a été mis en place et on réfléchit justement à repérer ces points de passage potentiels qui sont des obstacles physiques très hermétiques et à essayer de voir comment on peut les supprimer, soit par des passages à faune ou autre chose. Le balbuzard qui est arrivé des pays de l'Est, le balbuzard est un rapace qui pêche du poisson. Et puis, malgré le Brexit, ou bien avant le Brexit, le Royaume-Uni nous a envoyé les phoques gris. C'est la suite. Alors, ce sont quelques exemples d'un très grand nombre d'animaux qui nous ont été renvoyés généreusement par nos voisins européens. Oui, une petite parenthèse sur le phoque gris. Le phoque gris, nous, il y a à peu près quelques années, il avait complètement disparu et il est revenu. Et donc, on avait à peu près 500 individus. Et à ce moment-là, il y avait des pêcheurs qui avaient monté une association contre le classique, quoi, contre le phoque gris. C'est comme la loutre, elle mange le poisson. Voilà. Et dans le même temps, au Royaume-Uni, il y a plusieurs dizaines de milliers de phoques gris, et même on est monté jusqu'à 100 000 phoques gris, qui ne posaient pas de problème. Alors on en a déduit que les sujets phoques gris de feu Sa Majesté étaient véganes.
ils ne mangeaient pas de poisson. Alors, simplement, ici, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais des sauts assez extraordinaires. La Taleb Sultan, elle était dans le delta du Guadalquivir. Le cormoran pygmée était dans le Monténégro. Et donc, ces espèces sont en train de se rencontrer ici, en France, en venant des deux coins de l'Europe. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ces mouvements d'espèces sont absolument fabuleux. On a des surprises, des surprises, des surprises. Et ça, c'est grâce à la libre évolution. Parce que quand vous laissez la nature s'épanouir, évoluer librement, tout devient possible. Et enfin, une dernière remarque par rapport aux bisons qu'évoquait Béatrice tout à l'heure. Donc, les bisons en France, on a des secteurs où on est à 5 habitants au kilomètre carré. Sur la Marjorille, au milieu du Massif central, 5 habitants au kilomètre carré. En Wallonie, où nous avions fait une conférence dernièrement, on avait parlé du bison. Ça n'a pas traîné, quelques semaines après, il y avait des projets, en très haut lieu, 10 ans, en Wallonie, on a une densité humaine qui est très propice pour le bison, avec 230 habitants au kilomètre carré. En France, 5 habitants au kilomètre carré, c'est beaucoup, c'est non, il faut respecter les gens. Donc voilà. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure avec quelques amis, et les jeunes qui ont présenté leurs travaux. Une année qu'il faut absolument se rappeler, c'est 1976, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et donc à partir de 1976, on protège. Avant, on fait tout. Mais les effectifs, ils ont fait monter. Regardez Le Faucon Pèlerin. Le Faucon Pèlerin, oui, on va commencer par celui-là. Le Faucon Pèlerin, moins de 100 couples, vraiment moins. Et là, on est à 1200, 1500. Et les courbes, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles continuent de monter. Donc ça progresse. Le Grand-Duc, j'ai travaillé pendant 20, 30 ans sur le Grand-Duc. Vous savez, nous, les naturalistes, on l'a un peu fêlé. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 30 ans sur le Grand-Duc, on fait que ça, que du Grand-Duc. Puis après, on passe à notre carrière. Et on fait que ça. Alors, bon, c'est avec l'âge. C'est vrai que la moule perlière, en plus, elle ne part pas vite. Elle reste enfoncée dans le sédiment pendant 200 ans, 200, 220, 250 ans. Je pense qu'au niveau philosophique, elle doit être très très bonne, hein, parce qu'on voit passer des choses. Et voilà, 1600 couples, les chiffres datent, c'est encore plus fort. Alors là, c'est le Rhône alpin qui vous parle. Je peux vous dire qu'en tant que je suis lyonnais, et en tant que Rhône alpin, je peux vous dire que jamais, je n'aurais rêvé qu'un jour, le vautour faux, le vautour moine, le gypaète, le vautour pernoctaire viennent renicher dans la région, dans Rhône-Alpes, dans Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors le loup, parlons d'un sujet plus fâcheux. Le loup, finalement, il se porte très bien. À partir du moment où on le protège, où on le laisse s'épanouir. Donc quelques chiffres. En 2021, c'est-à-dire l'année dernière, les derniers recensements qui ont été faits par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, montrent qu'il y a 920 individus répartis en 128 meutes, sachant qu'il est parti de zéro. Il est arrivé dans les années 1992, très exactement, en passant par le Mercantour. Et depuis cette année, parce que les meutes, c'est-à-dire les zones de reproduction, sont restées contaminées dans les Alpes jusqu'en 2021. Et depuis cette année, on vient d'apprendre qu'on a la première meute qui est sortie et qui s'est installée, qui s'est reproduite en dehors des Alpes et s'est installée dans le Massif central, dans le parc national des Cévennes. Le parc national des Cévennes est plein de cerfs, donc je crois qu'il a instinctivement choisi le meilleur endroit pour lui, le cerf étant la nourriture principale des meutes. Le loup, c'est fini, il a gagné maintenant, c'est l'exemple parfait de la cohabitation réussie entre un animal qui a été persécuté et l'humain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2019, donc il y a 3 ans maintenant, le loup se reproduisait dans tous les pays d'Europe. Il y avait des meutes avec des jeunes, même en Belgique, etc. Sauf
au Royaume-Uni, parce qu'il n'est pas encore capable de prendre le ferry ou de traverser la Manche à la nage. Hein, mais les Anglais réfléchissent à le faire revenir, à le réintroduire, à lui donner le petit coup de pouce qui permettrait d'équilibrer les populations de cervidés. Le rôle du loup est extrêmement important. C'est le meilleur allié du forestier, le loup. Le loup et le lynx, les grands prédateurs d'une façon générale, sont les meilleurs alliés des forestiers. Pourquoi? Parce qu'ils dispersent les cervidés, donc les cerfs, les chevreuils, etc. Et du coup, ils empêchent les concentrations trop importantes et le surpâturage dans certaines zones, et donc ils permettent la régénération des arbres de façon spontanée. Ils empêchent ce qu'on appelle l'abrutissement des arbres. Il y a des études qui ont été faites en Biélorussie et qui sont très intéressantes. Elles montrent que partout où vous avez, alors c'est là que la libre évolution, au moins partielle, est extrêmement importante, dans les zones où il y a des grands prédateurs. Elles montrent que quand vous avez des troncs couchés au sol, eh bien, ce sont des zones que les cerfs, les chevreuils ou même les herbivores plus grands évitent. Pourquoi? Parce qu'ils les considèrent comme dangereuses, ce sont des caches potentielles pour les prédateurs comme le loup. Donc ils les évitent, et comme ils les évitent, eh bien, la régénération des arbres se fait très bien à cet endroit-là, parce que ce sont des zones non pâturées. Donc ce rôle des grands prédateurs est extrêmement important. Effectivement, tous les ans, il y a un calcul qui est fait, donc des effectifs, et en fonction de ça, il y a des tirs. Donc le loup, alors on est dans des sortes de paradoxes, mais il faut essayer de tout comprendre. Le loup, c'est une espèce protégée, mais qu'on peut tirer parce qu'on veut le réguler. Voilà. L'Espagne et l'Italie, depuis maintenant, ça fait presque un an, ont décidé de ne plus réguler le loup. Ça sert à rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je crois que c'est ce qui était dit précédemment. La régulation se fait d'elle-même. Dans un sens ou dans l'autre. Et la carte qui est là le montre. Donc ça c'est une carte qui date de 2021, qui représente tout le massif alpin. Chaque rond vert, c'est une zone de présence permanente, c'est-à-dire une meute installée. Et ce qui est très intéressant, c'est que on sait actuellement que, en tout cas en Europe et en France, le domaine, la taille du territoire d'une meute, c'est à peu près 30 000 hectares, 300 km². Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que chacun des ronds a été représenté à l'échelle de la taille de la meute. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, les Alpes sont quasiment saturées. Il reste très peu d'espace entre les différentes meutes existantes. Vous avez ici, ce sont des zones de présence à confirmer, donc des zones où il est en train de s'installer. Et les quelques ronds orange représentent des zones de présence permanente, mais pas avec des meutes connues, donc simplement des individus qui se baladent en permanence sur le secteur sans qu'il y ait eu reproduction. On voit que là, c'est complet. Donc la disponibilité en nourriture, si vous voulez, fait qu'il n'y en aura probablement pas plus ou très peu en plus dans les Alpes. Par contre, c'est ce qui explique qu'il commence à se répartir un petit peu partout en France. Les individus, notamment les jeunes adultes qui sont exclus des meutes, partent en éclairage un petit peu partout, et on en a retrouvé en Seine-Maritime. Il y a une meute qui vient de s'installer dans le Massif central donc depuis cette année. Il y a une dispersion qui est possible avec une autorégulation en fonction de la ressource en nourriture disponible. Et c'est là que je dirais, il est très important que nous ayons suffisamment d'espaces sauvages, pleins, des écosystèmes pleins. Pourquoi? Parce que s'il y a des proies sauvages, eh bien, le loup pourra se nourrir, notamment dans d'autres régions que les Alpes, sous ces proies sauvages. Si elles n'existent pas, il a besoin de manger, comme vous, comme moi, comme tous les animaux. Et donc, s'il n'y a rien d'autre à manger que des moutons, on risque d'avoir de gros problèmes de cohabitation. Donc, la bonne cohabitation avec le sauvage, ça passe par, on leur laisse des espaces en surface suffisante avec des écosystèmes pleins, de manière à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et de manière à ce qu'on limite finalement les zones conflictuelles avec les activités humaines. Alors, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire.
En 1777, on a l'abbé de Mortesane qui vit vers le Gévaudan, vers la Haute-Loire actuelle, donc le Velay, et l'Ardèche actuelle, c'est-à-dire le Vivarais. Et donc le Gévaudan, c'est l'actuel musée, hein, c'est vraiment la version de toi. Et là, la description de l'abbé de Mortesane est extraordinaire. Il dit, pour se chauffer, il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois du tout. On ne se chauffe qu'avec la paille et la bouse de vache. Si certains d'entre vous sont déjà allés dans l'Atlas marocain, par exemple, ou dans l'Himalaya, on fait sécher les bouses et après, ça fait un bon combustible. Mais il n'y avait plus un arbre. Plus un arbre. Il y a un autre texte qui dit, oh là, à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a planté 2 pins. Il a planté 2 pins sylvestres. Et donc, quelle merveille qu'il a pu planter ces pins. Donc, vous voyez, il y a un problème. Et puis après, des prix agricoles. Donc, voilà. Et la nature revient et se réinstalle. Et vous en avez ici une vision. On est au cœur du Massif central. Ça a été la même chose dans les Pyrénées, c'était la même chose dans les Alpes. Donc, retour de la forêt. Et vous avez la forêt qui est d'elle-même à ce côté-là. Et puis vous avez des endroits où il y a des plantations. Alors en fait, sur 100% d'hectares de retour, vous en avez 15% qui ont été plantés. Tout le reste a été c'est fait naturellement. C'est la libre évolution. Donc la forêt se reconstitue d'elle-même quand on la laisse tranquille. C'est aussi simple que ça. Alors on dit en plaisantant que ces 15%, ils sont quand même très importants pour la psychologie du forestier. Parce que si le forestier pense que tous les arbres peuvent pousser sans lui, c'est lourd à porter, vous comprenez. Voilà, donc il y a 15%, si, c'est toi qui les as plantés, mon petit, et voilà, c'est bien sage. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, peut-être un petit détail sur la raison de cette déprise agricole et le retour de la forêt. C'est un détail qui est important dans le contexte actuel, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse. Le retour de la forêt a été possible grâce à la découverte des énergies fossiles. Et là, vous avez compris où je veux en venir. On est à un autre. Alors, ça a été possible parce que d'une part, on a moins utilisé le bois en tant que combustible, le bois énergie, comme on dit maintenant. Et d'autre part, ces énergies fossiles ont permis le développement de l'industrie. Et comme on avait besoin de main-d'œuvre dans les villes, il y a eu un appel de population des campagnes, notamment des zones les plus défavorisées, les plus ingrates, les plus difficiles à cultiver, qui ont été abandonnées. Et ces gens sont allés s'installer dans les villes et ont laissé les terres en friche, et petit à petit, donc ça a permis le retour des forêts. Alors je dis c'est extrêmement important parce que maintenant, nos réserves fossiles sont en train de s'épuiser. Et donc on cherche solution de remplacement. Et le truc qu'on entend souvent, et j'ai même entendu ça dans la bouche de quelqu'un de l'ADEME, donc l'organisme qui s'occupe de l'énergie, et qui dit il faut se tourner vers le bois énergie. Ok? Mais il faut combien de temps pour brûler un arbre? Et il faut combien de temps pour faire pousser l'arbre qui va le remplacer? Donc vous comprenez bien que oui, peut-être, on peut faire du bois énergie, mais ça peut être une très très courte période transitoire parce que c'est pas durable. Et si on utilise, si on ne réfléchit pas, au-delà du bois énergie, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le bois, c'est un matériel intéressant, c'est un matériel noble, il peut avoir des utilités, mais il faut réfléchir à la façon dont on l'utilise. Il faut qu'on ne se retrouve pas très rapidement dans cette situation du milieu du 19e siècle. Et donc il faut que l'utilisation qu'on fasse du bois, elle dure suffisamment longtemps pour faire pousser les arbres qui vont remplacer ceux qu'on a utilisés, clairement. Oui, alors, on a évoqué tout à l'heure la proximité avec la faune, c'est quelque chose d'indispensable. L'espèce humaine a vécu avec sa faune à proximité. Allez, la suivante. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a évoqué les cours d'eau et on a vu des barrages. Eh bien, on critique souvent la France, on dit oh, on est en retard sur pas mal de choses et tout ça.
Par rapport au barrage, par rapport au retour à un état donc, de fonctionnement naturel des cours d'eau, on est bien placé. La France est bien placée. Donc, comme le disait Valérie, je suis expert au Conseil de l'Europe. Donc, pour les cours d'eau, et quand on se retrouve, je dis ce qu'on fait en France, et voyons, bravo. Alors, voyez-vous, ici, vous avez un barrage, c'est le barrage de Maison Rouge. On est à l'aval de la confluence entre la Creuse et la Vienne. Donc ce barrage empêche tous les poissons migrateurs de remonter. On l'a construit en 1925. On est en 98, il menace ruine. Et qu'est-ce qu'on fait? On le garde, on l'efface. Et là, on a décidé de l'effacer. Donc on l'a enlevé. Alors, c'est un peu rigolo parce que, vous voyez, vous avez le barrage, et là, vous avez l'île qui s'est formée à l'aval, et en amont, vous avez un trait blanc. Ce trait blanc, c'est un truc de béton qui a été mis par les ingénieurs. On dit il faut qu'on mette un truc de béton parce que sinon la rivière va s'enfoncer. Voilà. Bon, c'est comme les 15% comme tout à l'heure. Voilà. Mais oui, mette ton prochain béton, sinon le monde va. Voilà. Donc voilà. Et le coup suivant. Voilà. Alors, vraiment, toutes les espèces qui sont là, et il y en a beaucoup, sont des espèces qui sont apparues sur le site après l'effacement du barrage. Alors, on dit effacement, c'est la destruction du barrage, mais l'effacement c'est plus soft, hein, on s'imagine, avec une petite gomme, voilà, c'est mignonnet. Mais voilà. Donc, le castor, la loutre, les poissons migrateurs, à l'autre, les lamproies, les anguilles, les saumons, et puis des espèces de libellules, les gonfidés, par exemple, les petits granulaux, la grande mulette, donc qu'on a retrouvé dans la Dour, et puis la bergère rissolée. Et puis ce phoque, le phoque romarin. Alors ce phoque romarin, quand on l'a trouvé comme ça, les pompiers ont dit il y a une otarie qui s'est échappée d'un cirque, et voilà, donc on va essayer de le capturer. On va essayer de le capturer. Ce phoque-là, il se baignait en mer. Et il fait partie des phoques qui sont revenus en France, comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite, il a exploré, il a remonté la rive de la Loire, puis la Vienne, et puis il a bien droit. Alors on va me dire, mais c'est pas de l'eau salée. Mais nous, comme nous nous baignons, on peut se baigner aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau salée, dans la mer ou dans les rivières. C'est pareil pour les phoques. Alors ça, c'est une idée très importante. À partir du moment où vous laissez la libre évolution, vous voyez augmenter la taille des niches écologiques. Et vous voyez des choses qu'on ne pourrait pas croire. Même chose, par exemple, pour le chamois. Le chamois, ou le bizarre, dans les Alpes, il y a des chamois qui ont été observés à 20 mètres d'altitude, à 200 mètres de la mer, dans le massif de l'Estorel. Alors la première réaction, c'est mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas son habitat, le chamois. C'est quand même lui qui décide quel est son habitat. C'est pas à nous de lui dire t'as pas à être ici, tu t'égares et remonte dans tes glaciers. Non, ils peuvent se occuper donc des très très grandes niches écologiques. Alors, de la même façon, dans les Alpes, le magnifique paysage de carte postale que vous voyez ici est redevenu vivant grâce à la protection et à la mise en libre évolution de certaines zones. Donc là, vous avez un endroit qui est une réserve biologique intégrale, on en parlait tout à l'heure, et qui est une des rares zones en libre évolution en France. Ça fait partie des 0,6% qui ont été cités dans le film fait par Animal Cross. Donc il y a 50 ans, c'était un paysage de carte postale, et maintenant, ce paysage de carte postale est redevenu vivant, et on a vu revenir le boutin qui a été réintroduit, on a vu revenir le gypaète qui a été réintroduit également avec succès. L'aigle royal est revenu tout seul, ses effectifs se sont renforcés, le loup est revenu tout seul également. Et voilà, on a toute une série d'animaux qui repeuplent maintenant cet endroit pour le plus grand plaisir des promeneurs. Parce que je vous assure que faire une balade et revenir en ayant vu un boutin, un chamois, un cerf de près ou d'autres animaux, ça a une autre saveur. On est autrement plus heureux et réjoui que quand on revient et qu'on a juste vu un beau paysage vide. Alors ça c'était le présent, donc pour vous montrer qu'il n'est pas si noir que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis ce présent qui est on va dire en gris clair ou en rose léger,
et il pourrait devenir encore meilleur. Donc un petit tour rapide de ce qu'on peut espérer pour demain, compte tenu de ce qu'on a déjà observé comme progrès. On a un parti pris volontairement optimiste dans nos livres et aujourd'hui, simplement pour montrer que tout n'est pas perdu. À partir du moment où on redonne de la place et du temps au sauvage, qu'il soit animal ou végétal, eh bien, il a une résilience telle qu'il peut revenir, il peut recoloniser les territoires perdus. Et il faut s'appuyer sur tous ces succès, tous ces éléments positifs qui ont été possibles grâce à certains de nos prédécesseurs qui se sont battus pour que ces retours soient possibles, justement. Et ça, c'est autant de prises, si vous voulez, c'est un peu comme quand on escalade une falaise, on ne va pas du pied de la falaise au sommet d'un bond d'un seul, on prend des prises petit à petit. Voilà, tous ces éléments positifs sont autant de prises sur lesquelles il faut s'appuyer pour pouvoir aller plus loin. Alors, des exemples de milieux naturels qu'il est plus facile de préserver, ce sont les gorges, c'est-à-dire des endroits difficiles d'accès. Alors, vous avez une gorge ici dans le Massif central. Vu la pente, vous voyez, c'est très difficile à exploiter. Et en haut, on est toujours dans le Massif central. Ensuite, dans les gorges de l'Ardèche. Et donc, ce sont des endroits inaccessibles qu'il faut en profiter pour les préserver. Par contre, parfois, on a voulu exploiter à tout prix, et donc on a fait des pistes à coups de bulldozer, on a abîmé les paysages, et ça c'est vraiment dommage. Sur l'ensemble des Pyrénées, on était parti il y a une trentaine d'années à quelques dizaines de kilomètres de pistes, et donc actuellement, notre ami Philippe Favet nous parlait de 3000 kilomètres, enfin c'est quelque chose d'assez inouï. Et ça coûte très cher. Donc voilà. Et donc on a de larges possibilités en France et en Europe pour des protections assez larges. Alors du coup, on s'était amusé à voir où peut-on mettre en place des parcs nationaux. Le parc national, c'est un élément très important. Dans un parc national, en général, dans le cœur des parcs nationaux, dans la plupart des cas, il n'y a pas de chasse. En tout cas, à Vanoise, Écrin et Mercantour, il n'y a pas de chasse. Donc, on connaît les densités naturelles. C'est grâce à ces parcs nationaux qu'on sait que le chamois, la densité naturelle, c'est 10 chamois pour 100 hectares. C'est ce qu'on a dans la Vanoise, c'est ce qu'on a encore une fois dans les trois. Quand le parc national de la Vanoise a été créé, il devait y avoir 300-400 chamois. Et on a laissé les chamois se développer. Tout à coup, on est arrivé à 800, on a devenu autant. Puis après 1000, puis après 2000, puis 3000, on n'est pas à 3000, 4000, 5000, 6000. Et à 6000, hop, ça s'est arrêté. Parce que le parc de la Vanoise, il fait 60 000 hectares. Et donc 6000, ça vous fait les fameux 10 chamois pour 100 hectares. Et chez le chameau, on met en place le planning familial. Nous, on ne sait pas faire, hein, ça, ne cherchez pas. Non, ne cherchez pas. Les abeilles, c'est interdit, ça. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que les parcs nationaux, en plus, il y a des retombées économiques, comme ça a déjà été évoqué. Mais voilà, on a fait une petite liste, on s'était amusé. Il y en a un auquel je tiendrai beaucoup. Puis dans les Pyrénées, on peut partir de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Hein. Puis on va faire un grand. Hein. Et c'est celui qu'on pourrait appeler Cerce Montabor. C'est-à-dire il est pile entre le parc national de la Vanoise et le parc des Écrins. Et donc voilà. Voilà. Je fais la grosse bête. Alors oui, ça c'est ce qu'on imagine peu de les remettre, mais pourtant, ils faisaient partie des grands ongulés, donc là on est au-delà des cerfs, donc l'ancien cheval tapant, qui n'existe plus, mais on a une race qui est très proche, l'auroch, qui n'existe plus, mais pareil, on a trouvé des races proches, l'élan, le bison, voilà, ce sont des espèces qui peuvent revenir. C'est marrant, je suis sur ces bras, on fait le monde, on confond les bras, le chair,
ça, c'est l'évolution dans la tête des hommes, comme disait Béatrice, et ça passera par la tête des hommes, vous le mettez dans la nature, il n'y a aucun problème, aucun problème. Mais bon, on peut appréhender le rôle que la fille soit contente. Oui. Et puis, en même temps, la libre évolution, c'est accéder à la fonctionnalité de l'écosystème plein. Donc l'écosystème plein, c'est l'ongulé, le prédateur et le nécrophage. Voilà, là ça fonctionne. Et là ça y est, ça commence à fonctionner comme ça dans pas mal d'endroits en France où ça fonctionne plus. Alors, bon, on ne s'apesantira pas sur cette idée-là qui a été présentée dans le film, mais simplement pour dire qu'une zone protégée, une zone en libre évolution, ce n'est pas une zone économiquement morte, bien au contraire. Et le parc national suisse est particulièrement intéressant parce qu'il a été créé, c'est le premier parc national européen, même au monde, je pense, où on a appliqué la libre évolution. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les Suisses ont dit c'est fini, on ne chasse plus, on ne met plus d'animaux domestiques en pâturage, et on ne coupe plus de bois et on laisse le bois mort sur place. En gros, c'était ça. Ce qui est culturellement une vraie révolution pour les Suisses, notamment par rapport à la chasse. Comme les Français, c'est des grands chasseurs, des fines gâchettes. Et imaginez laisser 17 300 hectares sans tuer les animaux sauvages, c'était quand même pas rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé en 1914. Donc on a plus d'un siècle de recul sur la libre évolution. Et on s'est rendu compte que non seulement certaines catastrophes écologiques qu'on avait imaginées ne se sont pas produites, mais ça a bouleversé certaines idées reçues, et notamment la fameuse idée de si on laisse en libre évolution, c'est fermeture des milieux obligatoires. Nous sommes allés dans le parc national suisse en 2019, on a rencontré d'ailleurs le directeur de l'époque, qui maintenant est à la retraite, Henri Chaleur. Et je peux vous dire, on s'est promené dans ce parc national suisse, il y a des zones ouvertes encore un siècle après la libre évolution. Simplement, c'est des prairies qui ne sont plus pâturées par les vaches ou les moutons, qui sont pâturées, soit vous voyez sortir les biches avec leurs fans, ou les chamois, ou les boutins, suivant les endroits, et ça fonctionne très bien. Ce sont des prairies qui sont, au niveau botanique, extrêmement riches. Économiquement, ce qui vous a été présenté tout à l'heure, eh bien les retombées, si on fait, donc ça rapporte, c'est les chiffres que nous a donné Anne Chaleur, 20 millions d'euros par an pour les 4 communes qui sont propriétaires du foncier, essentiellement grâce à l'écotourisme bien maîtrisé. Cette bonne gestion de l'écotourisme est très importante parce que mauvaise gestion, ça veut dire dégradation du milieu. Et là, il y a tout un réseau de sentiers qui ont été faits, suffisamment denses pour qu'on puisse faire des belles balades variées si on reste une semaine, mais pas trop pour laisser de grands espaces dans lesquels les animaux vont avoir des zones de quiétude. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois que Animal Cross vous propose son livre Vocation, l'animal sujet de droit. Et c'est effectivement un vrai sujet à débattre. Mais moi, j'irai encore plus loin. Je pense qu'il faudrait réfléchir à une loi où on reconnaît à l'animal sauvage le droit à l'intimité. De la même façon que moi, personnellement, j'ai beau adorer la faune sauvage, je n'aimerais pas avoir une vipère ou un tigre dans ma chambre à coucher, parce que j'ai besoin d'un espace sécurisé, d'un espace d'intimité. Il faut s'imaginer que les animaux sauvages, c'est la même chose. Et donc l'homme qui vous dit oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on cohabite. On a le droit d'être partout, mais simplement, on va cohabiter. Oui, ok. Mais quand vous êtes dans la maison de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas dans toutes les pièces sans y être invité. Vous respectez l'intimité de votre hôte. Et nous, c'est de la même façon. Quand on va dans des zones qu'on a dévolues à la faune sauvage, il faut accepter de ne pas aller partout, même pour des recherches scientifiques, par exemple. On discutait avec... il y a des questions qui nous avaient été posées lorsqu'on était avec Francis Salé, on était intervenu devant... les responsables de réserve naturelle de France qui nous avaient demandé de présenter la libre évolution justement, et une des questions qui nous avait été posée, c'est c'est vrai que ces zones en libre évolution, c'est des formidables laboratoires d'études de ce qui se passe, et c'est ce qui a été fait dans le parc national suisse quand on accepte de lâcher prise et de ne plus gérer,
et qu'on fait confiance aux dynamiques du vivant, il ne faut pas oublier que la forêt existait bien avant l'apparition de l'homme sur Terre, hein, donc elle n'a pas besoin de nous pour exister. Mais c'est intéressant de voir comment elle évolue toute seule, parce que ça peut nous intéresser et nous inspirer, surtout dans les zones qu'on exploite. Il faut aussi des zones d'exploitation. Et voilà, donc ces espaces d'intimité sont absolument nécessaires. Alors, nous sommes dans les Pyrénées, enfin pas très loin des Pyrénées, donc on s'est dit que, parce que là aussi on est sur les projets d'avenir, donc d'un avenir possible, on s'est dit qu'il y a un truc extraordinaire qui pourrait se passer ici. On a du saumon qui remonte dans la Garonne, et il remonte de plus en plus loin grâce à l'aménagement de certains barrages, qui sont des obstacles de plus en plus franchissables maintenant. On a, grâce à la protection et puis à un petit renforcement, présence d'ours sur les hauts massifs des Pyrénées. Donc, pourquoi pas une rencontre entre les deux? Et du coup, on pourrait peut-être observer quelque chose que pour l'instant, on est obligé de prendre l'avion, d'émettre beaucoup de CO2 et de traverser la planète pour aller voir en Alaska ou au Kamtchatka, c'est-à-dire dans l'extrême est de la Russie. On pourrait avoir ça pas très loin d'ici, vous voyez. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. On peut accepter de rester pauvre et malade, ou on peut espérer être riche et bien portant. Voilà, alors cette image-là rejoint un peu ce que je disais au début. J'ai eu la possibilité, le privilège, le préfet m'a fait un tour, il dit M. Fouchès, que je sais que depuis le lundi, je vous propose de visiter la Grande Chaume, la vraie. Bon, il aurait pu m'arriver n'importe quoi le lundi, j'étais libre, bien sûr. Et on a passé 4 heures dans cette grotte. La reconstitution est parfaite, hein, mais seulement la reconstitution rassemble toutes les pièces. Alors que quand vous êtes dans la vraie grotte, vous marchez longtemps entre une salle et une autre salle. Donc voilà. Mais ceci étant dit, ça c'est l'environnement humain. L'espèce humaine a vécu comme ça, avec tout ce bestiaire à ses côtés. Il n'avait pas de paire jumelle, il n'avait pas de téléobjectif. Et pourtant, il a capté des détails donc, que l'on peut, quand on connaît bien, qu'on peut voir ici. Donc voilà. Donc, en vidant la faune de ces éléments les plus importants, on a porté atteinte, en quelque sorte, à ce qui entoure, à l'environnement immédiat de l'homme de cette époque-là. Et on a eu l'occasion avec Béatrice d'échanger avec les Indiens de Colombie. Donc, qui sont des Indiens en Colombie et qui vivent un peu dans la forêt, dans la montagne, et ils sont venus dans le Diwa. Donc, et à un moment donné, ils ont dit, mais il n'y a pas de faune chez vous, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai qu'on a quand même de la faune, mais elle n'est pas très visible, hein, parce que voilà, il se passe des choses. Et vous voyez, ça veut dire que ce qu'on vit actuellement, quand on n'est pas à proximité de la faune, eh bien, c'est pas normal. Alors que la petite fille, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui était juste à côté de son bouquin, ça, c'est une rencontre normale. Une fois, on était avec Béatrice sur les hauts plateaux du Vercors, et on était assis. Tout à coup, il y a un bouquin qui arrive, qui se rapproche de Béatrice, et qui se met à s'asseoir à 1,50 m, et il se met à ruminer. Donc, quand un ruminant rumine, c'est que tout va bien. Et donc, voilà, ça, c'est une cohabitation tout à fait naturelle, tout à fait normale. Là, je crois qu'on arrive dans les Pyrénées. Espagnol, à Rodessa. Hein? Oui, parce que quand on a fait notre livre sur l'Europe, eh bien, on est allé voir de vrai, parce que ça, c'est très important. Il y avait un chef africain, parce qu'on est jumelé. Je suis président du conseil scientifique de la réserve des gorges de l'Ardèche depuis 40 ans. Bon, ça ne rajeunit pas. Et on est jumelé avec le parc national du W au Niger. Nous, on descend les gorges de l'Ardèche en canoë, et en pirogue, on descend le fleuve Niger. Et donc là, il y avait un haut responsable qui disait toujours « Celui qui n'a pas vu, il ne peut pas parler ». Et donc, j'invite les jeunes
à visiter tout ce que vous pouvez visiter pour bien voir. Et vous n'êtes pas obligé d'aller loin, comme disait Béatrice en montrant ces ours. On n'est plus obligé d'aller loin. Maintenant, on peut rester sur place. Les espèces se sont venues, se sont installées. Donc, on a encore beaucoup à faire, mais on a encore de beaux espoirs, de belles opportunités. Alors bien sûr, ce qu'on vous a présenté, c'est un tout petit résumé, puisqu'on vous a demandé de nous tenir à 3/4 d'heure de conversation et de présentation. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez beaucoup plus de détails dans nos livres. On a quelques exemplaires disponibles ici, sinon vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Et si vraiment votre librairie est en rupture de stock, il est également disponible sur Internet. Et merci pour votre attention. Pardon, merci. Juste un détail, si vous voulez être aujourd'hui, on vous fera même une petite signature. Merci à vous de nous montrer des côtés très positifs, parce que moi je me retrouve très souvent comme, je dirais, une chroniqueuse de mauvaises nouvelles, dans le sens où la biodiversité vit une catastrophe sans précédent liée à nos activités humaines. Et je me retrouve face à un public qui soit ne réagit pas, de toute façon, ce qu'on peut faire. Et puis demain, j'aurai ma super pâte à tartiner avec des noisettes et du chocolat. Donc tout va bien. Et puis il y en a d'autres qui réagissent, qui me disent c'est pas juste, comment on fait. On hérite des générations précédentes d'un environnement abîmé, vide, comme vous nous l'avez montré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on ne peut pas rien faire. D'où l'idée de proposer un projet un projet de préservation de la biodiversité et locale. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple autour de nous? Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On s'est donc relevé un défi. Alors c'est formidable pour l'enseignant, parce qu'on sait qu'on va pouvoir développer des compétences variées et multiples. En plus, on a un petit groupe, donc des conditions merveilleuses pour travailler. Et puis, moi, ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de leur donner la parole et de leur montrer que ce n'étaient pas des sous-citoyens parce qu'ils n'étaient pas majeurs, parce qu'ils ne votaient pas, parce qu'ils sont sous-représentés dans notre population. Et l'idée, c'était de leur dire, allez, on y va, vous allez parler, vous allez voir les élus locaux, vous allez vous mettre en action, et puis ça va lutter contre votre bio-anxiété quelque part. Et comme le dit souvent Béatrice, la libre évolution est souvent source de bonnes surprises. Et bien là, notre action, elle a été source de bonnes surprises, en particulier auprès de certains élus qui ont répondu à notre appel. Et je les en remercie. Je vais leur laisser la parole. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Madame Hamaï, nous sommes un groupe de lycéens qui venons tous du lycée Paul Rey à Naï. Mais notre plus grande force dans tout ça, ce n'est pas vraiment notre lycée, mais plutôt la diversité des enseignements qui existent au sein de notre groupe. Par exemple, nous ne suivons pas tous un cursus général, comme Thaïs, qui est en cursus technologique STMG. Mais surtout, nous ne suivons pas tous les mêmes spécialités, même en général. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous des spécialistes en sciences de la vie. Notre projet va des sciences dites plus dures, comme les maths ou la physique pour ma part, aux sciences plus humaines, donc l'économie ou les sciences sociales. Et enfin, passe par les savoirs plus littéraires, donc la littérature,
ou la philosophie pour ne citer qu'elle. Et donc cette diversité des enseignements, elle permet surtout une diversité des points de vue et des opinions qui est un véritable moteur qui est assez essentiel pour ce projet. Voilà. Donc on a débuté notre projet en fin de seconde avec notre professeur d'SVT de l'époque, Madame Lamaille. Donc durant cette année de seconde, on a principalement travaillé sur la biodiversité. Et donc là, on s'est rendu compte de l'effondrement de la diversité biologique. Et on s'est dit que nous, notre génération et les prochaines générations à venir, qu'on n'aurait plus de... Enfin, qu'on allait hériter en fait de territoires abîmés et pollués. Donc en fait, on a décidé de faire quelque chose à notre échelle pour protéger et préserver les endroits naturels en France. Et on s'est posé la question de concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour protéger les derniers endroits naturels qui restent en France. Donc après avoir réfléchi à ces questions, nous avons décidé de former un groupe de volontaires afin de rechercher un terrain à mettre en libre évolution, donc sans intervention humaine. Ensuite, nous avons avancé dans notre projet et nous l'avons concrétisé grâce à nos recherches sur l'effondrement de la biodiversité, à l'aide justement de notre partenariat avec l'association Animal Cross, qui nous a fourni de nombreux renseignements sur les bienfaits de la biodiversité et notamment de la libre évolution. Enfin, nous avons rencontré de nombreux intervenants, tel Roger Mathieu, qui nous a parlé de la proximité avec la faune sauvage que nous avons perdue de nos jours. Et enfin, deux intervenants donc, ici présentes qui nous ont permis de comprendre réellement ce que nous voulions et de l'obtenir, enfin, comment l'obtenir. Donc, comme dit par Zoé, notre objectif est de mettre une zone en libre évolution. Et pour ça, en tant que lycéens qui n'ont pas énormément de visibilité, on a décidé d'envoyer des mails aux communes aux alentours de chez nous. Donc, nous avons envoyé 29 mails. Sur ces 29 mails envoyés, nous avons eu 7 réponses, donc 7 maires qui nous ont répondu. On s'est entretenu avec chacun. Sur ces 7 maires, 6 se sont engagés à essayer de réfléchir à notre projet ou essayer de nous proposer un terrain. Et la 7e commune avait d'autres projets donc de reboisement et de compensation, ce qui fait qu'on a laissé tomber avec celle-ci. Sur les 6 communes engagées, 2 nous ont proposé des terrains que nous sommes allés visiter. Et maintenant, on attend la suite, voir comment ça va se passer et comment ça va évoluer avec le reste des communes qui nous restent à voir. Donc, on a également été invité à la communauté des communes du Pays de Naï dans le cadre du PCAET, le plan climat, air, énergie et territoire en Pays de Naï. Et donc, durant cette demi-journée, on a pu proposer des solutions d'adaptation face au réchauffement climatique. On a également participé à la conférence de Christophe Cassou, qui est un membre du GIEC et a rédigé donc, le dernier rapport. Et on a pu présenter notre projet à Bruges durant sa conférence. Fin d'année dernière, nous sommes allés à l'université de Talence dans le cadre de biodiversité dans mon établissement, où nous avons présenté notre projet et nous avons également pu découvrir d'autres projets, d'autres établissements. Et ce mois-ci, nous avons été en voyage d'études à la zone ornithologique du Tech, près du bassin d'Arcachon, dans le parc régional des Landes. Nous avons découvert une zone protégée, Mégiré, qui est un autre choix de préservation. Et nous avons pu ressentir une proximité avec la zone sauvage où nous avons pu observer un bison d'Amérique. À présent, donc, on est ravis d'être en contact avec 2 maires qui sont prêts à mettre des terrains de leur commune en libre évolution pour une superficie totale de 3 hectares. Et pour cela, nous avons 2 outils. Le premier est le simple arrêté municipal. Le deuxième est celui que l'on souhaite le plus du fait de son efficacité et du fait qu'il est vraiment le plus adapté pour la situation. C'est l'ORE, l'obligation réelle environnementale. C'est un acte qui s'attache non pas au propriétaire, mais au terrain. Donc indépendamment des propriétaires qui pourraient se succéder et pour une durée qui peut aller jusqu'à 99 ans. C'est parfaitement adapté pour la libre évolution. De plus, au-delà de la concrétisation de notre projet, de la mise en évolution de ces terrains,
Ce que l'on souhaite, c'est transmettre ce projet afin que ça ne reste plus une expérience isolée, mais que chacun s'y mette, puisque la libre évolution est une arme pour le futur. Ça va passer par faire venir des écoles sur ces terrains, afin que les écoliers se familiarisent avec une nature sauvage et exempte de l'action humaine. Elles pourront également participer au sens participatif, c'est-à-dire des relevés dont le protocole est établi par des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle, et ensuite ces relevés sont exploités. Et donc toutes ces actions vont pouvoir faire germer dans l'esprit de chacun la libre évolution, que ce soit dans les générations futures avec les écoliers ou les étudiants actuels, les professeurs ou même chacun qui voudrait s'y investir afin que la libre évolution s'installe confortablement. Et puis, pour justement que ce projet, que ce projet puisse ne pas rester isolé, l'idée serait aussi que d'autres collègues, qu'ils soient d'SVT ou d'autres choses d'ailleurs, parce que vous avez vu que c'est de la pluridisciplinarité, se saisissent de ce type d'action, dont on est prêt à transmettre notre expérience pour le voir se multiplier un petit peu partout. Alors, je vais reprendre un petit peu la parole parce qu'en fait, chez Animal Cross, on tient à aller un petit peu plus loin. Donc, nous, comment on peut faire l'un d'entre nous pour développer cette évolution? Donc, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, alors déjà, les propriétaires privés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut savoir, par exemple, qu'en France, 75% de la forêt est privée. Donc, c'est la première question, que peuvent faire les privés? Il existe en France un contrat qui s'appelle l'obligation réelle environnementale. C'est un contrat en termes duquel le propriétaire d'un bien immobilier met en place une protection environnementale attachée à son bien. Donc il peut signer ce contrat pour aller jusqu'à 99 ans. Et ce qui est important, c'est qu'on peut rester propriétaire, signer ce contrat tout en restant propriétaire de son terrain. Donc les obligations, elles sont attachées au bien et elles perdurent même en cas de changement de propriétaire. Est-ce que c'est valable, parce que j'en ai pas, est-ce que c'est valable sur les parcelles agricoles? Parce qu'il y a la SAFER aussi qui a son avis. Alors est-ce que c'est valable sur l'espace pour voir les parcelles agricoles au centre de l'espace privé ou pas aussi? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est valable. Je pose la question si j'avais Oui, c'est valable. Oui. Donc du coup ça ok, parce que la SAFER a des droits très très forts sur les terres, voire même plus de droits que les propriétaires terriens, qui sont agriculteurs et qui ont le statut de propriétaire agricole. Du coup c'est valable aussi sur les terres agricoles. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux changer? Donc, ça nécessite que le propriétaire signe un contrat avec un co-contractant qui peut être une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Alors, Animal Cross propose d'être cette personne, mais il n'y a pas que Animal Cross, il y a d'autres associations qui peuvent le faire aussi. Et donc, si vous avez envie de le faire, vous pouvez vous rapprocher de nous et on peut soit avancer ensemble, soit on peut vous mettre en contact avec d'autres personnes. Une autre chose qui est encore plus simple, c'est si vous avez un terrain, un jardin, commencez déjà par laisser un bout de votre jardin en libre évolution. C'est tout simple, mais c'est déjà comme ça que ça commence. Ça veut dire, on bannit les produits toxiques, évidemment, on laisse les feuilles mortes, on ne tombe plus, on ne taille plus, on installe un point d'eau et on admire. Voilà. Donc ça, c'est des choses très très simples. Après, deuxième point, c'est quand on est élu, quand on est une collectivité, on peut aussi agir. Et là, je vais passer la parole à Dominique. Oui, quand vous êtes un élu, effectivement, vous êtes propriétaire de certains territoires et vous pouvez vous-même être intéressé, concerné par la libre évolution. Alors, que faire? Soit choisir un terrain qui est en libre évolution de fait, soit effectivement souhaiter protéger beaucoup plus un terrain qui serait avec une protection insuffisante. Alors, deux cas peuvent se présenter. Soit vous êtes propriétaire de ce terrain et seul décideur, soit vous êtes propriétaire et vous déléguez la gestion à un tiers. Donc dans ce cas, effectivement, consultez la gestion, le contrat de gestion
souvent, effectivement, vous pouvez avoir confié la forêt ou le terrain en question à l'ONF ou à un autre tiers. Donc il s'agit de vérifier les étapes, les échéances de ces conventions qui vous lient à eux, ou les plans de gestion. Donc sur quels espaces vous, élus, qui sont dans la salle et que je remercie encore de leur présence, vous pouvez agir. Alors, plusieurs degrés, soit vous gérez une intercommunalité ou une commune, eh bien, vous regardez les espaces forestiers dont vous êtes propriétaire, les parcs urbains, soit, deuxième chose, des surfaces protégées, les aires protégées intercommunales, les espaces boisés classés, tous les abords des bâtiments publics, communaux ou intercommunaux. Bien souvent, on entretient à coups de jardinier et de frais des espaces. Peut-être que certains peuvent être laissés en libre évolution, en étant peut-être pas du tout fauchés, ou fauchés une fois de temps en temps. D'autres terrains dont vous pourriez, qui seraient sur votre territoire, des zones humides communales, des trames vertes ou bleues, etc. Maintenant, au niveau d'un département, eh bien, à peu près les mêmes catégories. Là, il s'agit de forêts départementales, il s'agit de surfaces protégées dont on parlait tout à l'heure, les ENS. Les ENS peuvent parfois avoir une protection forte, mais parfois moins forte, et on peut toujours tendre vers une protection peut-être plus stricte. Troisièmement, les abords de bâtiments publics départementaux, et puis d'autres terrains, friches, zones humides départementales, les trames vertes bleues. Enfin, au niveau régional, eh bien, il s'agit là de forêts régionales, de surfaces protégées qui sont gérées par la région, donc ce sont les réserves naturelles régionales, les parcs naturels régionaux, et là aussi, la région a des bâtiments publics dont elle est propriétaire et dont elle peut décider de la gestion de leurs abords. Et nous retrouvons des zones humides régionales, des trames vertes et bleues. Diapo suivante. Alors, comment s'y prendre après sur ces espaces? Eh bien, plusieurs choses. Soit les espaces sont déjà parfois pas tout à fait entretenus, ou justement laissés en libre évolution, et bien officialiser cette non-exploitation. On a parlé des ORE tout à l'heure. C'est le meilleur moyen qui vous permet, vous, élus, j'ai envie de dire, de pérenniser une non-exploitation d'une partie de votre territoire territorial. Donc, effectivement, vous travaillerez non pas seulement pour le temps de votre mandat, mais pour les mandats successifs, et vous travaillerez pour protéger la biodiversité de ces territoires. Deuxième point, c'est que vous disposez de territoires qui sont délaissés, pas tellement exploités. Eh bien, cela, vous pouvez décider, je vois monsieur hocher la tête, vous pouvez décider de les laisser en libre évolution avec différents supports qu'on pourra présenter. Et enfin, dans certaines zones qui sont déjà protégées, eh bien, on peut devenir un peu plus strict et augmenter ce degré de protection en supprimant l'exploitation forestière, le pastoralisme, la pêche, et si possible la chasse, en enlevant au moins la chasse de l'oiseau. Voilà, alors comment? Eh bien, nous avons rédigé un guide, on vous propose un guide pratique pour vous, collectivités, et nous sommes disposés à venir vous le présenter. Alors, les moyens pratiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, il y en a plusieurs. On parlait de PLUI, de PLU, PLUI, d'ORE, on commencerait à présenter toutes les possibilités, des classements aussi de forêts, de bois, etc. Donc, on vous renvoie à ce petit guide qui est à votre disposition. Et nous sommes tout à fait disposés, nous, Animal Cross, à animer, ou en tout cas à participer, si vous le souhaitez, à une réunion de vos élus pour leur présenter ce qu'est la libre évolution, les bienfaits qu'elle peut apporter et des possibilités, des façons concrètes de l'envisager et de la mettre en œuvre. Donc voilà, vous contactez Animal Contact, @animal. Alors merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On a préparé un petit pot d'amitié pour vous, là, donc on vous invite maintenant
nous rejoindre pour continuer.